présenter un TP de 3e année. Nous allons vous présenter aujourd'hui le doublement de fréquence avec des cristaux non linéaires et les ferraments dans une fibre optique. Allez, on y va? C'est parti. Nous allons commencer par le doublement de fréquence en vous décrivant le montage que nous utilisons en passant par une étude laser. Ensuite, nous comparerons des cristaux de BBO et de KTP avant de passer à l'efferrament. Nous vous expliquerons alors la physique de l'efferrament et nous passerons au final à l'expérience que nous avons faite. Allez, tout de suite, le doublement de fréquence dans des cristaux non linéaires. On récupère ici la lumière d'un laser qui émet dans l'infrarouge, qu'on fait passer dans un cube séparateur de polarisation coincé entre deux lames lambda sur 2, ce qui nous permet de faire une sélection sur la polarisation. Ainsi, là, on est sûr d'avoir seulement une polarisation incidente dont on peut choisir la direction en tournant cette lame. La polarisation incidente, on l'envoie dans l'objectif qui va se focaliser sur le cristal BBO. Voilà. Le cristal BBO, lui, va récupérer de la lumière infrarouge émise par le laser et par un système d'optique non linéaire, la convertir en lumière verte, donc à une fréquence 2 fois plus grande, comme nous le voyons ici. En réalité, ce laser est un laser impulsionnel, vérifions-le et mesurons sa puissance. D'après le temps qu'on a entre deux cadences, entre deux impulsions, on a une cadence de 165 microsecondes pour ce laser. « 12,4 milliwatts. C'est donc grâce à la puissance de ces pics que nous arrivons à avoir des effets non linéaires. Alors plaçons un cristal de BBO et voyons comment l'orienter. On bouge l'orientation du cristal de BBO et quand on regarde la tache verte créée par le cristal, on voit apparaître au fur et à mesure qu'on tourne des franges. On défile le long des franges. Maintenant, si je vais dans l'autre sens, là on a la tache centrale et si je continue, pareillement on voit apparaître des franges. Donc ces franges sont dues au fait qu'on n'a pas un accord de phase parfait, la delta K n'est pas égale à 0 et donc dans l'intensité en sortie, on a un sinus cardinal carré en delta K. Et donc, du fait qu'il ne soit pas nul, ce sinus cardinal nous crée des franges qu'on peut observer ici. La tache centrale. D'accord, maintenant qu'on a ça, comment peut-on choisir entre deux cristaux identiques mais d'épaisseurs différentes? Donc on a regardé la différence des rendements selon l'épaisseur du cristal. Donc le rendement c'est la puissance en sortie dans les longueurs d'onde émises là, donc 532 nanomètres par rapport à la puissance incidente à 1064 nanomètres de la pompe. Et donc pour un cristal de 5 mm, on avait 23 microwatts en sortie. Et pour un cristal de 7 mm, on avait 106 microwatts. Donc c'est quand même des rendements assez faibles, étant donné qu'on arrive avec 12,6 milliwatts. Donc on a des rendements de l'ordre de 10-3 et on voit bien que avec l'augmentation de l'épaisseur, on a bien une augmentation de ce rendement comme le prévoit la loi théorique. On sait que l'intensité est proportionnelle à un sinus cardinal. Hein, où là, c'est en fonction de delta K fois L. Donc, au premier ordre, on peut considérer que delta K est proportionnel à θ, l'angle avec lequel on regarde en sortie. Tout à l'heure, on regardait pour un cristal de très petite longueur, donc même avec un delta K grand, on regardait juste sur une fenêtre très serrée. Et c'est pour ça qu'il fallait se déplacer il fallait dépasser l'angle. Donc on se déplaçait pour visionner les différentes franges comme on l'a montré tout à l'heure. Maintenant, comme on a un L qui est beaucoup plus grand, on va en fait directement regarder une plage plus grande. Voilà, parce que c'est 14 fois plus grand. C'est 14 fois plus grand, effectivement. Et c'est pour ça qu'on voit cette forme où en fait on a des franges sur les côtés directement visibles. On n'a pas besoin de se déplacer pour voir les différentes franges.
Donc après aussi, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi on a cette forme allongée. Donc on regarde les surfaces des indices, extraordinaire ici à 2 oméga, et le cercle, surface des indices ordinaire à oméga. On voit que l'accord de phase est réalisé à l'intersection de ces deux surfaces, à ce niveau-là. Et maintenant, on va regarder dans la direction où l'accord de phase est réalisé, où on a placé notre cristal. Donc, on regarde dans toutes ces directions, et on voit que quand on est tangent au cercle, dans la direction où on est tangent au cercle, l'accord de phase va s'annuler beaucoup moins vite que dans l'autre direction, où on sort directement du cercle qui montre l'accord de phase. Et donc c'est pourquoi notre signal en sortie est allongé, car dans cette direction, on sort directement du cercle et l'accord de phase s'annule, et dans cette direction, on reste tangent au cercle et l'accord de phase s'annule beaucoup moins vite. Maintenant, analysons l'impact de la polarisation incidente sur les cristaux. Commençons par rappeler le fonctionnement d'un cristal type 1 qui prend 2 photons sur l'axe ordinaire et donne 1 photon sur l'axe extraordinaire. Ainsi, l'intensité émise est maximale quand la polarisation est le long de l'axe ordinaire, mais elle est nulle quand elle est le long de l'axe extraordinaire, puisqu'il n'y a pas de photons sur l'axe ordinaire. Idem avec un cristal de type 2 qui lui prend un photon sur l'axe ordinaire plus un autre photon sur l'axe extraordinaire. L'intensité là est maximale quand la polarisation est entre les deux axes, mais elle est nulle quand elle est sur un axe, car il n'y a pas aucun photon sur l'autre axe, ce qui implique une fréquence double par rapport au cristal de type 2. Voilà pour les cristaux non linéaires. Passons à l'effet Raman qui est aussi non linéaire. Dans notre cas, il est dû aux vibrations des molécules de silice dans une fibre optique. En vibrant, les molécules dissipent de l'énergie et décalent le signal vers de plus faibles fréquences. Les molécules de silice vibrent préférentiellement à 13 THz, elles décalent donc la fréquence de moins 13 THz. Une nouvelle fréquence est générée qui va elle-même être décalée, c'est ici un effet cascade. Installons la manip et voyons ça en image. Nous avons donc installé, après un cristal de KTP, un couple d'objectifs afin d'insérer le faisceau vert à 532 nm dans la fibre de silice. Étant donné les puissances crête mises en jeu, de nouvelles fréquences bien précises sont générées, ce que nous voyons dans le spectre de lumière obtenu par le réseau situé à la sortie de la fibre. Au final, on a ici une belle illustration de l'effet Raman dans une fibre optique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on envoie une longueur d'onde dans le verre assez forte dans la fibre optique. Les atomes de silice de la fibre optique vont réagir de façon non linéaire et créer d'autres longueurs d'onde. C'est ce qu'on voit ici. Ce sont les taches de différentes couleurs qui apparaissent dues à la forte intensité. Par exemple, si Julien baisse l'intensité de la rentrée dans la fibre, On va voir progressivement on voit les longueurs d'onde les plus éloignées disparaître, de l'effet cascade en fait. C'est quand on envoie énormément de puissance dans la partie centrale qui va transférer à la longueur d'onde suivante, qui transfère ainsi à la longueur d'onde suivante et ainsi de suite jusqu'à arriver dans le rouge. Voilà, cet effet Raman est bien sûr Non linéaire d'ordre de 3. voilà, et non désiré dans les télécommunications, mais peut-être désiré dans Tel que les lasers Raman, quand on utilise à bon escient l'amplification Raman. voilà.